Bonjour à toutes et à tous. Merci Bonjour. beaucoup d'être. Bonjour Estelle. Merci beaucoup d'être présent à cette visioconférence ce matin sur la thématique TVA e-commerce 2021, notamment la réforme de la TVA, qui nous est présentée par notre adhérent ASD Group. Sachez que vous pouvez mettre toutes vos questions dans le chat. Donc, il y a le petit picto en bas, discussion. Donc, surtout, vous n'hésitez pas. Et je vais laisser la main à Didier Delangue et Julien Hamel de chez ASD qui vont vous faire cette présentation. Bonne visio à toutes et à tous. Merci. Merci. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. D'abord, mes remerciements pour être présent à ce meeting ce matin. Alors, en introduction, avant d'entamer la partie technique, je vais vous parler de l'aspect général de la réforme. Pour cette présentation, nous nous sommes positionnés, bien entendu, du côté vendeur français pour tout ce qui est e-commerce ou vente à distance. Alors, le but de la réforme, pourquoi cette réforme à partir du 1er juillet 2021 ? D'abord, est-ce que la réforme a une simplification, va apporter une simplification auprès des opérateurs ? Là, la réponse est mitigée, vous verrez au niveau de la partie technique. Alors, oui, pardon, excusez-moi. Voilà, excusez-nous, un petit problème technique. Voilà, excusez-nous. Alors, oui, donc la simplification pour les opérateurs, la réponse est mitigée. Oui et non. Alors, oui, il y aura des gagnants. Il y aura des gagnants pour les sociétés qui font uniquement de la VAD, c'est-à-dire de la vente à distance depuis la France vers des consommateurs européens. Et non, il y aura des perdants parce que les e-commerçants et les dropshippers seront beaucoup plus impactés que précédemment. Alors, on va vous expliquer au niveau de la technique, on va vous rappeler la règle entre la VAD et le e-commerce. Le but de la réforme principale, c'est la fraude à la TVA. Alors oui, effectivement, il y a une grosse partie qui va être de cette réforme a été dirigée sur la fraude à la TVA pour les sociétés non européennes. Alors, pourquoi ? Parce qu'effectivement, depuis des années, l'administration a réellement mis en place une passoire, excusez-moi du terme, mais ils ont créé une passoire pour les sociétés non communautaires, puisqu'il y avait jusqu'à la date de la réforme, il y a la possibilité d'avoir une exonération de TVA pour les opérations de moins de 22 €. Donc, vous pensez que tous les opérateurs, surtout depuis la Chine, envoient des marchandises à moins de 22 €, donc il n'y a aucune formalité à faire et après les produits sont vendus sur le territoire européen à des prix, je dirais, au prix normal. Donc du coup, cette fraude à la TVA, cette lutte contre la fraude à la TVA va aussi avoir un impact positif concernant la protection des entreprises européennes, puisque forcément plus de contrôle pour les sociétés hors Union européenne, ce qui veut dire moins de fraude à la TVA, ce qui veut dire moins de concurrence déloyale. Donc, avec cette réforme, Bruxelles a gagné sur deux tableaux. D'abord, elle va faire entrer plus de TVA dans les caisses de l'État. Et ensuite, elle fait une lutte contre la concurrence déloyale pour, je dirais, protéger les sociétés de l'Union européenne. Voilà. Alors, le déroulement de cette présentation, donc on va avoir cette présentation qui va être faite par Julien Hamel. Sur la partie technique, vous verrez que c'est assez complexe. Donc, vous avez la possibilité de pouvoir poser des questions par le chat. La durée, ça va être à peu près, on va essayer de rester sur 40 minutes. D'accord. Ensuite, en fonction de vos questions ou même de vos interventions après la présentation, on aura un temps de questions-réponses et puis après une petite conclusion. Voilà. Je vais vous passer la parole à Julien qui va vous expliquer tout ça. Moi, je vais me retirer pour des mesures de protection puisqu'on est obligé de faire les gestes barrières. Merci, à tout à l'heure. Merci Didier, à tout à l'heure. Alors, bonjour à tous. Hop, mesure Covid oblige. Ça remplace. Donc, bonjour. Donc, encore merci de votre présence et de votre participation à cette présentation. Donc, dans un premier temps, comme l'avait exposé Didier, nous allons détailler ensemble les différentes mesures phares de cette réforme e-commerce qui sera applicable au 1er juillet 2021. Et puis ensuite, comme vous l'a dit, il y aura un moment de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à mettre vos différentes questions dans le chat. Comme ça, au terme de la présentation, je pourrai en prendre connaissance et les descendre afin d'y répondre. Et ensuite, on fera, comme l'a dit Didier, une conclusion.
pour clôturer cette présentation. Donc, on va commencer. Donc, introduction à cette réforme e-commerce. Donc déjà, c'est à savoir de quoi il s'agit, de quoi on parle. Donc, dans un premier temps, la présentation va s'opérer sur 2 biais, les objectifs de la réforme et l'étendue de la réforme. Au niveau des objectifs de la réforme, le principal objectif, comme l'avait dit Didier, c'est de lutter contre la fraude massive à la TVA, car n'oublions pas que la TVA représente, notamment en France, l'impôt qui rapporte le plus à l'État. Deuxièmement, le but principal, c'est de rétablir une concurrence qui est dite équitable entre les entreprises qui sont établies dans l'Union européenne et les entreprises qui sont établies hors de l'Union européenne. Effectivement, souvent, le e-commerce permettait aux entreprises qui sont établies hors de l'Union européenne d'éviter de payer cette TVA par différents mécanismes, notamment par le régime des moins de 22 €, ce qui était préjudiciable et ce qui mettait effectivement une concurrence déloyale, on va dire, entre les sociétés de l'Union européenne et les sociétés hors de l'Union européenne. Ensuite, troisième point, et il est un peu à discuter, mais c'est quand même l'objectif principal de cette réforme, c'est de simplifier les formalités administratives. C'est-à-dire éviter d'avoir une multiplication de numéros de TVA dans tous les pays de l'Union européenne où l'entreprise va vendre. Au niveau de l'étendue de la réforme, donc à l'initial, la réforme était prévue au 1er janvier 2021, mais Covid oblige, cette réforme a été décalée pour une entrée en vigueur au 1er juillet 2021. Cette réforme va s'appliquer dans tous les États membres de l'Union européenne sans distinction. Ça va ne concerner uniquement les opérations à destination de particuliers, donc de B2C, et ça va concerner les biens et les services. Alors pour l'instant, je dis bien que c'est que pour des B2C, mais à terme, c'est en discussion, un système similaire sera peut-être mis en place dans les années à venir pour les B2B. Mais ça, c'est encore en discussion, ce n'est pas encore acté. Les principaux changements au niveau de cette réforme qui va entrer en vigueur donc, dans les 3 mois à venir, c'est une redéfinition de la notion de vente à distance. Donc, on va revenir après sur qu'est-ce que la vente à distance et à quel niveau elle va être modifiée. Il va y avoir une suppression des seuils de vente à distance. Il va y avoir également la suppression de la franchise pour les colis importés de moins 22 € dont je vous parlais tout à l'heure, qui instaurait une concurrence déloyale, notamment au niveau des sociétés hors UE et des sociétés UE. Il va y avoir également l'introduction de 3 régimes particuliers qui sont facultatifs, et ça c'est très important de noter, c'est le terme facultatif, et de la mise en place de portails électroniques correspondants, donc qu'on appelle OS. Et également, une notion qui est très importante, c'est l'introduction de la redevabilité des marketplaces en matière de TVA uniquement. Avant de tout débuter, je veux juste faire quelques petits points sur des termes phares de cette réforme. C'est un petit glossaire qui est peut-être complexe, mais c'est quand même pour avoir une vision globale des termes importants de cette réforme. La notion de fournisseur présumé, dont on va l'évoquer plus tard, c'est donc, en fait, ça s'agit de l'assujetti qui va être réputé recevoir les biens par un fournisseur sous-jacent et pour une livraison à un consommateur final dans l'État de l'Union européenne. Et en fait, le fournisseur présumé va être l'assujetti qui va faciliter les livraisons, notamment par l'utilisation d'une interface électronique. Donc, l'exemple le plus connu, c'est Amazon, par exemple. Le fournisseur sous-jacent, donc c'est le fournisseur A dans la chaîne, on va dire, alors que le fournisseur présumé est le B. C'est-à-dire que ça va être le fournisseur qui va vendre ou réaliser des opérations donc de VAD, de biens importés, notamment par l'utilisation d'une interface électronique. Un intermédiaire, c'est une notion qui est importante, qui va être mise en place notamment dans ce qui est les opérations de vente à distance de biens importés. Ça va être en fait une personne qui est établie obligatoirement sur le territoire de l'Union européenne, qui va être désignée soit par le fournisseur, soit par un fournisseur présumé, qui effectue des ventes à distance de biens importés. Donc VADI, c'est vente à distance de biens importés, comme étant la personne qui est redevable de la TVA et responsable du respect des obligations fiscales. Ça fait un peu écho à la notion de représentant fiscal qu'on connaît actuellement pour les sociétés hors de l'Union européenne. Donc, le représentant fiscal, je l'avais indiqué en point 5, c'est la personne qui est également établie dans l'Union européenne, qui est désignée par un fournisseur comme étant la personne redevable de la TVA et responsable du respect des obligations en matière de TVA. Donc, c'est similaire. La valeur intrinsèque qui est importante, c'est donc comment on détermine une valeur intrinsèque, c'est les marchandises qu'on considère commerciales, donc qui sont destinées à être vendues. Et en fait, le prix, c'est le prix des marchandises elles-mêmes lorsqu'elles
lorsque ces marchandises, en fait, c'est le prix en lui-même de la marchandise, hors frais de transport et assurance, à moins que les frais de transport et l'assurance soient comprises dans le prix global de la marchandise. Ensuite, au niveau de l'intervention indirecte du vendeur dans le transport, c'est une notion qui est importante aussi au niveau de cette réforme e-commerce, notamment sur les ventes à distance de biens importés. Ce n'est applicable que lorsque l'expédition ou le transport est sous-traité par le fournisseur. Elle est applicable lorsque l'expédition ou le transport des biens est effectué par un tiers, mais le fournisseur quand même en assure en partie ou tout la responsabilité. C'est applicable lorsque le fournisseur facture les frais de transport à l'acquéreur, les perçoit et après va les reverser. Et c'est applicable également lorsque le fournisseur promeut par tout moyen un service de livraison d'un tiers auprès de l'acquéreur et qui va le mettre en relation. Voilà, c'est vraiment des notions importantes qui peuvent être un peu complexes pour l'instant, mais qui vont, au fur et à mesure de la présentation, trouver écho ou vont pouvoir vous permettre de comprendre mieux cette réforme. Donc, premier point, on va parler de la redéfinition de la vente à distance. Donc, à l'heure actuelle, une vente à distance, qu'est-ce que c'est? C'est une vente de biens à destination de particuliers, donc de B2C, avec transport, depuis un État membre de l'Union européenne numéro 1 à un État membre de l'Union européenne numéro 2. C'est la plus basique, c'est ce que vous connaissez actuellement. La marchandise part d'un stock en France, va à destination d'un particulier qui réside en Espagne. Et c'est envoyé de France en Espagne, c'est de la vente à distance. À compter du 1er juillet 2021, il va y avoir deux types de VAD. Donc ça va complexifier un peu les choses. Il va y avoir la VAD intracommunautaire, ça ne change rien, ça reste la VAD actuelle. Et il va y avoir la VAD de biens importés de pays tiers. C'est une vente à destination de particuliers, bien entendu, avec transport direct par le vendeur hors de l'Union européenne à un pays de l'Union européenne. Et la notion de direct est très importante, car il ne s'agit pas de VAD de biens importés si les biens font l'objet d'un stockage intermédiaire en Union européenne. On le verra dans des slides suivantes où il y a des schémas pour vous expliquer tout ça. Attention, très important, les ventes B2C locales ne constituent jamais de vente à distance, ne peuvent pas rentrer dans la définition de vente à distance. Les biens d'occasion ne peuvent pas bénéficier du régime de la vente à distance, c'est aussi très important, c'est un régime particulier. Par contre, pour les produits soumis à accise, ils peuvent bénéficier du régime de la vente à distance intracommunautaire, mais par contre ne peuvent en aucun cas bénéficier du régime de la vente à distance de biens importés de pays tiers. Très important. Pour un peu récapituler ce dont j'ai parlé tout à l'heure sur la slide précédente, voici quelques schémas. Donc, le premier point, c'est la VAD intracommunautaire. Donc, comme on connaît actuellement, je suis un fournisseur établi dans un pays de l'Union européenne 1. Je vends à des B2C. Les marchandises sont expédiées par le fournisseur depuis un pays 1 à un pays 2. C'est la VAD intracommunautaire, basiquement. Donc, France, Espagne, comme je vous ai dit tout à l'heure. La VAD de biens importés, c'est un fournisseur qui vend des marchandises encore à un client particulier. La seule différence, c'est que les marchandises sont expédiées depuis un pays hors de l'Union européenne directement à destination du client particulier dans un pays de l'Union européenne sans que le vendeur, et ça c'est aussi très important, n'agisse en tant qu'importateur. Ici, ça va être défini comme de la VAD de biens importés. Attention, un fournisseur qui vend des marchandises à des clients B2C et que les marchandises sont certes expédiées depuis un pays hors de l'Union européenne, mais sont vendues à un client B2C, dès lors qu'elles subissent un stockage intermédiaire dans un État membre de l'Union européenne, la définition de la VAD de biens importés ne peut pas s'appliquer et ça devra être qualifié en tant qu'importation suivie d'une vente locale dans le pays de l'Union européenne. Ensuite, le deuxième point important de cette réforme e-commerce est le fait qu'il n'y aura plus de notion de seuil de VAD comme on connaissait. Donc, je pense que vous savez tous cela. Il était prévu une notion de seuil pour déterminer dans quel pays l'opération était taxable. C'était soit dans le pays de départ, tant que le seuil de vente à distance dans le pays d'arrivée n'était pas dépassé, ou c'était dans le pays d'arrivée lorsque le seuil de VAD dans un pays d'arrivée était dépassé. Donc, un exemple, je suis un Français qui vend à destination de particulier en Allemagne. Le seuil en Allemagne est de 100 000 euros. Si je suis en dessous de ces 100 000 euros, c'est la TVA française qui est appliquée.
Et si je suis au-dessus de ce seuil de 100 000 euros ou, attention, si j'opte pour décider à taxer dans ce pays d'arrivée, c'est le taux de TVA allemand qui s'appliquera et je devrai reverser la TVA à l'État britannique et ça nécessite aussi une immatriculation à la TVA dans l'État allemand. À compter du 1er juillet 2021, ces seuils-là seront tout simplement supprimés. C'est-à-dire que dès lors qu'on fait une vente considérée comme une vente à distance intracommunautaire, l'opération est taxable dans le pays d'arrivée et ce, dès le premier euro. Petite notion par contre à prendre en compte, c'est que si je suis une entreprise établie dans l'Union européenne et établie dans un seul État membre de l'Union européenne et qui réalise des ventes à distance intracommunautaires et des services électroniques B2C transfrontaliers pour un montant inférieur à 10 000 euros, je peux, dans cette situation-là, continuer à facturer, tant que je suis en dessous de ce seuil de 10 000 euros, la TVA de mon pays d'établissement. C'est la seule exception à la règle qui existe. Attention également, la VAD de biens importés seront également soumises à la TVA dès le premier euro dans le pays d'arrivée. Il n'y aura pas de notion de seuil également. Attention, et ça on le reverra plus tard, les ventes à distance de biens importés dont la valeur intrinsèque est supérieure à 150 euros ou les VAD de biens importés de moins de 150 euros mais qui ne sont pas déclarés via le IOS, on reviendra après dessus, ne seront pas taxables dans l'Union européenne. Seule l'importation sera taxable. C'est une notion très importante à prendre en compte, c'est que la TVA à l'importation sera payée par le client B2C au transporteur avant la livraison. Pour un peu schématiser cela, la suppression des seuils, la VAD intracommunautaire, par exemple une société française qui réalise une vente à destination de particuliers néerlandais, les marchandises sont expédiées par la société française vers les Pays-Bas. Dans ce cadre-là, la facture dès le premier euro, la société française devra facturer la TVA néerlandaise dès le premier euro et le taux TVA qui s'appliquera, c'est 21%. Pour la VAD de biens importés, on prend le schéma d'un fournisseur chinois qui vend la marchandise à un dropshipper français et ce dropshipper français va le revendre à des B2C en France, en Italie et en Allemagne. Attention, n'oubliez pas, le fournisseur chinois doit transporter la marchandise directement à destination du B2C. Le dropshipper ne doit pas agir comme importateur dans ce schéma-là. Dans ce cadre-là, la société française va facturer la TVA française, la TVA italienne ou la TVA allemande, selon le pays de destination de la marchandise, et ce, dès le premier euro. Donc avec les taux de TVA applicables dans ces pays-là. Donc c'est applicable sauf les cas où je vous ai dit l'importation est taxable et où la TVA à l'importation est payée par l'acheteur. Ça va faire écho à ce dont j'ai évoqué lors de la slide précédente. Pour revenir encore sur le troisième point qui était important de cette nouvelle réforme, c'est la suppression de la franchise des moins de 22 euros. Donc c'était un peu ce qui mettait une concurrence déloyale et qui aussi permettait une fraude massive de la TVA. C'est-à-dire à l'actuel, il y avait une exonération de déclaration en douane et de TVA à l'importation pour les envois qui sont de moins de 22 euros. Donc, et souvent, les entreprises faisaient de la sous-évaluation, c'est-à-dire qu'elles disaient « mon colis qui peut-être a une valeur intrinsèque de 100 euros, je le passe en dessous des 22 euros, comme ça je suis tranquille, je n'ai pas d'implication de TVA ni de douane, et au final, j'évite de payer quelque chose, ce qui constitue donc du coup une fraude massive pour l'État. Et c'est la raison pour laquelle une telle réforme a été imaginée, mise en place et qui entrera en vigueur au 1er juillet 2021. À compter du 1er juillet, cette suppression, donc cette franchise est purement et simplement supprimée. Elle sera remplacée par une exonération de TVA à l'importation seulement pour les ventes à distance de biens importés de moins de 150 euros, uniquement si nous déclarons ces opérations-là via le IOS, qui est la plateforme. Attention, une déclaration en douane est quand même nécessaire. Et il faut également obligatoirement mentionner un numéro de TVA spécifique qui sera un numéro de TVA IOS du vendeur pour pouvoir bénéficier de cela. Ensuite, on avait évoqué lors de la mise de la présentation l'introduction de 3 régimes particuliers au sein de cette réforme e-commerce. Donc actuellement, vous connaissez tous, il y avait un régime qui s'appelait le MOS, qui était ouvert uniquement aux entreprises qui étaient établies dans l'Union européenne, mais également hors de l'Union européenne, seulement pour les ventes de services électroniques transfrontaliers à destination d'une clientèle B2C.
Donc, c'est le schéma actuel, on le connaît tous. À compter du 1er juillet 2021, le MOS ne sera pas supprimé, mais va être remplacé par 3 nouveaux régimes qui sont facultatifs, susceptibles de s'appliquer. Donc là, vous avez un tableau qui récapitule un peu les grandes lignes de ces différents régimes. Donc le OS hors UE va reprendre un peu le schéma du MOS actuel, c'est-à-dire que ça va être applicable seulement pour les entreprises qui sont établies hors de l'Union européenne, uniquement pour des services B2C intracommunautaires. Le numéro TVA, ce sera un numéro de TVA qui sera spécifique à ce OS hors UE. La déclaration, c'est une déclaration qui sera séparée de la déclaration classique, donc c'est toujours ce qui est fait actuellement. La périodicité, c'est-à-dire que ce sera toujours trimestriel. Au niveau de la deadline de paiement et de dépôt de la déclaration, ça sera en fin du mois suivant, donc N+1. Et il n'y a pas de date de préinscription car ça va prendre le relais du MOS actuel. Au niveau des 2 nouveaux régimes, le OS UE, qu'on appelle le régime de l'Union, il faut bien splitter en 2 parties. Pour les entreprises hors UE, cela ne va être utilisable seulement pour les VAD intracommunautaires. Alors que pour les entreprises établies dans l'Union européenne, cela va être applicable tant pour les VAD intracommunautaires, mais également pour les services B2C intracommunautaires. Le numéro de TVA, ça sera un numéro de TVA classique. Ça ne change rien, ça sera un numéro de TVA qu'on connaît tous, FR, suivi des numéros, comme d'habitude. La déclaration sera également séparée de la déclaration classique. Ça sera également une périodicité trimestrielle. La deadline sera identique, ça sera une déclaration, plus le paiement doit être fait à la fin du mois suivant. À noter, et ça c'est une notion, c'est que vous pouvez dès à présent, enfin, dans une semaine, on va être plus exact, faire une préinscription à ce OS UE à compter du 1er avril 2021. Ça va être ouvert pour pouvoir vous préinscrire. Bien sûr, il ne sera utilisable qu'à compter du 1er juillet 2021 et seules les opérations réalisées à compter du 1er juillet 2021 pourront être déclarées via ce OS. Ensuite, le IOS, c'est par rapport aux opérations, c'est le régime de l'importation. C'est applicable pour les opérations de VAD de biens importés. C'est applicable tant pour les entreprises hors UE que les entreprises UE. Il n'y a pas de distinction. C'est applicable uniquement pour les VAD de biens importés dont la valeur intrinsèque est inférieure à 150 €. Le numéro de TVA, ce sera un numéro de TVA qui sera spécifique au IOS. La déclaration sera encore séparée. C'est une manière de bien distinguer les opérations. Au contraire des 2 autres, la périodicité se fera de manière mensuelle. La déclaration et le paiement, par contre, ne bougeront pas. Ça sera toujours en fin de mois suivant. Il n'y a pas de souci. Et également, vous pouvez dès le 1er avril 2021 vous préinscrire à ce IOS. Donc, on va un peu récapituler le fonctionnement des IOS, parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple. Le OS, c'est plutôt simple, le IOS, c'est un peu plus complexe. Donc, les OS, il faut savoir que ça permet de déclarer de manière centralisée toutes les opérations concernées et de payer la TVA afférente dans un seul et même pays. Donc, ça fait vraiment écho à la notion de simplification et de limiter les démarches administratives, c'est-à-dire que l'entreprise n'aura qu'un seul endroit où elle devra déposer, payer les opérations, peu importe le pays dans lequel elles sont réalisées, dès lors qu'elles rentrent dans le schéma des VAD intracommunautaires, évidemment, ou des VAD bien importés. À noter, par contre, qu'il n'y a pas de récupération de TVA possible via les OS. Les procédures actuelles restent et demeurent, c'est-à-dire que selon la demande de remboursement pour la TVA se fera soit via la 6e directive, c'est-à-dire que vous êtes immatriculé dans le pays où vous avez réalisé des opérations où la TVA est générée et déductible, soit via la 9e directive si vous êtes une société de l'Union européenne mais non identifiée à la TVA dans l'état où vous avez réalisé ces opérations-là, ou la 13e directive si vous êtes une société hors de l'Union européenne qui n'est pas identifiée dans le pays où vous avez réalisé ces opérations-là. Attention, et ça c'est une notion très importante, l'utilisation des OS n'est en aucun cas obligatoire, elle est seulement facultative. C'est-à-dire que si vous souhaitez rester et demeurer sous le schéma actuel, ce n'est pas interdit. Vous pouvez tout à fait le faire. Il est également possible de cumuler une déclaration OS, donc les schémas qui vont entrer en vigueur le 1er juillet 2021, mais également rester sur une déclaration classique. Tout dépend des opérations. Je reprends un exemple très, très simple. Une société française va réaliser des VAD intracommunautaires au départ de la France
vers des particuliers italiens, néerlandais et roumains. Logiquement, avant le 1er juillet 2021, la société française aurait dû s'immatriculer à la TVA en Italie, aux Pays-Bas et en Roumanie et y déposer des déclarations de TVA. À compter du 1er juillet 2021, vu qu'il y a et si la société souhaite passer par le HOS, elle peut déclarer l'ensemble de ses VAD intracommunautaires via son numéro de TVA français, via le HOS. Attention par contre, si la société réalise en plus de ses ventes à distance intracommunautaire des ventes locales en France, elle devra déposer 2 déclarations, les déclarations via le HOS pour les VAD intracommunautaires et une déclaration classique pour les ventes locales. Ça, voilà, c'était le point important. Au niveau d'une mesure phare de cette réforme, c'est la redevabilité des marketplaces en matière de TVA. Donc actuellement, il n'y a aucune responsabilité des marketplaces. Alors, vous avez pu voir sûrement des prémices de cette responsabilité dans les années précédentes, lorsque les marketplaces, donc je prends l'exemple de Amazon, demandaient automatiquement aux vendeurs qui utilisent leurs services de s'identifier à la TVA dans le pays dans lequel ils réalisent ces opérations-là, même s'ils n'avaient pas dépassé les seuils. Parce qu'il y avait ce prémisse et cette notion de redevabilité qui commençait à faire son chemin et qui commençait à entrer en vigueur. Donc, il y a eu des prémices il y a les années précédentes. À compter du 1er juillet 2021, par contre, les marketplaces vont être considérées comme redevables, c'est-à-dire qu'au regard de la TVA, elles vont être considérées comme ayant acheté et vendu elles-mêmes les marchandises. C'est-à-dire, elle va agir comme, je vais le vulgariser, comme un intermédiaire opaque, comme un fournisseur, et c'est le terme que je vous ai utilisé la dernière fois, un fournisseur présumé. Donc, pour bien distinguer cela et pour bien comprendre ces opérations-là, il faut savoir qu'à compter du 1er juillet 2021, il y aura 2 opérations qui seront matérialisées au regard de la TVA. Donc, il y aura une vente qui sera opérée entre le vendeur, donc le vendeur et utilisant la marketplace, et la marketplace dans le pays de départ. Par contre, à prendre vraiment soin et à être attentif sur ce point-là, si le pays de départ de la marchandise se trouve dans l'Union européenne, le vendeur doit obligatoirement avoir un numéro de TVA dans le pays de départ de la marchandise, cela afin de déduire la TVA à l'achat et également de déclarer la vente exonérée. On va expliquer, je vais revenir sur ce point-là après. Et ensuite, la deuxième opération qui sera matérialisée au regard de la TVA, ce sera une vente entre le marketplace et le client particulier. Car la société de la marketplace va agir comme fournisseur présumé, alors que le vendeur dans la première opération est considéré comme le fournisseur sous-jacent. Et là, par contre, cette opération-là entre la marketplace et le client particulier sera soumise à la TVA dans le pays d'arrivée. Et cette redevabilité va indiquer que c'est la marketplace de collecter, de déclarer et de reverser la TVA à la place des vendeurs, donc à la place du fournisseur sous-jacent. Attention, la marketplace n'est pas tout le temps responsable et redevable de cette TVA-là. Elle ne l'est uniquement pour les biens en dessous de 150 €, majoritairement pour la VAD de biens importés, mais également sur d'autres opérations. Je vais le résumer. Les marketplaces ne sont redevables de la TVA uniquement sur les opérations suivantes. Pour les entreprises de l'Union européenne, elles sont uniquement redevables pour les VAD de biens importés dont la valeur intrinsèque est inférieure à 150 €, uniquement. Par contre, pour les entreprises qui sont établies hors de l'Union européenne, donc les fournisseurs sous-jacents établis hors de l'Union européenne, les marketplaces sont redevables en tant que fournisseurs présumés pour toutes les ventes B2C localisées dans l'Union européenne, y compris les ventes locales. Donc en dessous, je vous ai fait un petit tableau récapitulatif pour un peu mieux comprendre ces différentes implications. Donc pour résumer, vous avez bien le vendeur de l'Union européenne, vous voyez que la marketplace n'est redevable uniquement pour les VAD de biens importés de moins 150 €. Pour ce qui est des VAD de biens importés supérieurs à 150 €, elle n'est pas responsable. Pour ce qui est de la VAD intracommunautaire, elle n'est pas non plus responsable. Et la même chose pour les ventes locales. Au contraire, il y a une responsabilité beaucoup plus élevée et beaucoup plus accrue
pour les fournisseurs sous-jacents, donc les vendeurs établis hors de l'Union européenne. Donc la marketplace sera considérée comme redevable pour les ventes à distance de biens importés de moins de 150 €. Elle sera par contre pas considérée comme redevable pour les ventes à distance de biens importés de plus de 150 €. Par contre, et à l'inverse des vendeurs établis dans l'Union européenne, elle sera redevable tant pour les VAD intracommunautaires, mais également des ventes locales. Alors, à noter important aussi, c'est que les marketplaces peuvent bénéficier, et ça c'est une exception faite aux marketplaces, peuvent bénéficier des OSS pour procéder à la déclaration des ventes, de toutes ces ventes, mais également des ventes locales. C'est très particulier ça, il n'y a que les marketplaces qui peuvent déclarer via les OSS les ventes locales. Donc, sur le principe, j'ai finalisé la présentation. Donc, je vais juste faire 2 petits points pour compléter un peu mes propos. Quand j'étais venu la dernière fois sur la notion de déclaration en douane, qui est quand même nécessaire, donc c'était dans la slide 8 que je vous ai remise à l'écran. La déclaration en douane, c'est une déclaration qui s'appelle une H7 Super Reduced Dataset en régime 40, avec des codes procédures additionnels. Donc, c'est vraiment un régime particulier qui est mis en place. Et dans tous les cas, cette déclaration-là va devoir être déposée en douane. Et par contre, des choses très importantes, le numéro TVA IOS du vendeur ou de la marketplace, si elle est redevable, doit être indiqué. Attention, ce numéro IOS doit absolument être gardé secret et ne peut être communiqué qu'à un transitaire. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucune base, parce qu'actuellement, vous connaissez la base VIES qui permet de vérifier le numéro de TVA des sociétés. Ça n'existera pas pour les numéros IOS. Ça sera quelque chose de secret et uniquement utilisable pour ces opérations-là et communicable qu'au transitaire. Donc, seul le transitaire, seules les administrations fiscales et seules les administrations douanières y auront accès. À noter qu'il y a un contrôle qui sera effectué également sur toutes ces données-là. La douane va envoyer tous les mois à chacun des États membres un état récapitulatif de toutes les importations qui ont été réalisées sur ce numéro IOS. Très important. Deuxième point, et après on pourra aller vers les questions-réponses. La notion de marketplace, c'est une société, comme je vous ai dit, qui facilite les ventes. Mais il faut savoir qu'une marketplace peut ne pas être considérée comme un facilitateur de vente seulement si, cumulativement, elle n'intervient pas dans la fixation des conditions générales de vente, elle n'intervient pas dans l'autorisation de la facturation à l'acheteur et elle n'intervient pas ni dans la commande ni dans la livraison de la marchandise. Si elle remplit ces 3 conditions de manière cumulative, elle ne sera pas considérée comme un marketplace, donc comme facilitant les ventes, et donc ne sera pas considérée comme redevable de la TVA sur certaines opérations réalisées par les fournisseurs sous-jacents. J'ai fini, donc ma présentation est terminée à ce niveau-là. On va, si vous le souhaitez, avant de donner le mot de conclusion, faire les questions-réponses. Donc, je vais en prendre connaissance des différentes questions-réponses. S'il y en a, alors. Conversation. Du coup, alors, il y a eu 4 questions. Alors, bonjour. Alors, première question que nous avons, c'est si nous sommes immatriculés dans plusieurs États membres, nous ne bénéficions donc pas du seuil de 10 000 €. Alors, les seuils de 10 000 €, ce n'est que pour les... C'est vraiment très limitatif, en fait. C'est uniquement... Déjà, c'est cumulé. Il faut prendre le seuil de 10 000 € de manière cumulative. C'est-à-dire pour les opérations tant de VAD intracommunautaire que de vente de services transfrontaliers à destination de B2C. Et pour tous les pays confondus, au départ d'un seul État membre. C'est-à-dire que dès lors que vous êtes immatriculé à la TVA, il n'y a plus de seuil qui s'applique, étant donné que vous êtes immatriculé à la TVA. C'est-à-dire que ça ne rentre pas en ligne de compte ces 10 000 €. Par contre, alors, il faudrait peut-être plus discuter en détail des différentes opérations que vous faites, parce que vous parlez des 10 000 €, mais est-ce que vous parlez des 10 000 € que de vente à distance, de vente à distance intracommunautaire, ou est-ce que vous parlez aussi de vente à distance intracommunautaire et services transfrontaliers? Et est-ce que c'est avant réforme ou après réforme? Je suppose que c'est après réforme.
Mais logiquement, ce seuil ne rentre pas en ligne de mire. Alors, c'était Stéphane Pinoche. Donc, si vous voulez plus discuter, vous pouvez mettre votre micro si vous le souhaitez. Oui, bonjour, merci pour la réponse. C'était bien donc le seuil après réforme. Donc, je comprends qu'il ne s'applique pas dans notre cas puisqu'on est immatriculé dans plusieurs États membres. Et donc, effectivement, c'est cumulatif sur toutes les ventes dans tous les États. Exact. Donc, après, voilà, c'est vrai qu'à compter du 1er juillet 2021, il faudra bien faire attention. Et comme je vous ai dit, le OSS peut vous permettre, par contre, de tout centraliser depuis l'État où vous êtes établi et d'éviter d'être immatriculé, au final. Là, Oui. votre seuil, vous êtes en dessous du 10 000 € pour l'instant? Je pense que si on cumule dans tous les États, on est au-dessus des 10 000 €. Oui. Donc, voilà, donc je pense que l'idéal pour vous, à mon avis, c'est qu'au 1er juillet 2021, c'est que vous mettiez tout sur le OSS du pays où vous êtes établi. Tout dépend mais s'ils ont des ventes locales. Exactement. Si vous rentrez bien dans les VAD intracommunautaires et les B2C, les ventes de services transfrontaliers à des B2C, vous pouvez peut-être bénéficier du OSS UE depuis votre État où vous êtes établi, qui permet de tout centraliser. D'accord, mais si on veut, on peut rester sur le MOS. Ah, après, alors, le MOS n'existe plus. Le MOS, ça devient le OSS, en fait. Oui. Le MOS, le OSS UE va prendre le pan du MOS. En fait, c'est ce que je disais dans la slide, alors celle-ci, je vous montre à l'écran. En fait, le OSS UE, la régime de l'Union, c'est ce qui est au milieu. Vous êtes une entreprise UE, ça va considérer les VAD intracommunautaires et les services B2C intracommunautaires. Donc, ça veut dire que ça ne sera plus le MOS, ça sera le OSS UE. Ça va juste prendre le relais du MOS, en fait. Oui, d'accord. Ouais. Okay. C'est tout bon pour vous? Vous avez d'autres questions? Vous voulez une précision? Oui, j'avais posé une autre question. Vous n'avez pas abordé les services. Il n'y a pas de modification sur les services, du coup? Alors, là, on parle de vente à distance. Là, ce qui concerne le gros de la réforme e-commerce va concerner réellement les biens, les VAD intracommunautaires et les VAD de biens importés. Les services, pour l'instant, ça ne bouge pas. Ça reste au même niveau. Donc, c'est-à-dire que ça déclaré via le OSS hors UE pour une société qui est hors de l'Union européenne, ou c'est déclaré via le OSS UE pour une société qui est établie dans l'Union européenne. Est-ce qu'il y aura une notion de… Parce que là, pour l'instant, le MOS, c'est sur les services électroniques. Sur les services, alors je ne sais pas ce que fait madame, mais sur les services immobiliers, par exemple, on ne peut pas utiliser le MOS. C'est oui. Service spécifique après, hein, évidemment. Oui, tout à fait, oui. Taxable dans les pays, c'est-à-dire formation, c'est-à-dire restauration, c'est-à-dire plein de choses. Mais c'est qu'une liste précise de services qui sont impactés par ça. Tout à fait. Effectivement. Hop. Du coup, ensuite, alors, je crois que c'était que vous qui avez posé des questions. Donc, question, c'est… Vous étiez la seule à poser des questions, donc personne ne souhaite poser des questions, même en direct, maintenant qu'on a terminé. J'ai juste une dernière question. Vous dites que les régimes, ils sont facultatifs. Oui, tout à fait. Mais du coup, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas une obligation d'opter pour un ou un autre régime. C'est-à-dire que si vous souhaitez rester, par exemple, comme vous m'avez précisé, immatriculé dans tous les États membres de l'Union européenne, vous pouvez. D'accord. Si vous ne voulez pas vraiment changer de méthode de travail, parce que mettre en place ces régimes, certes, ça simplifie administrativement les choses, mais il faut également que l'entreprise soit préparée au niveau informatique et au niveau organisationnel pour ces types de logiciels-là, pour ces types de régimes-là. Parce que qui dit centraliser tout, dit être capable de bien tout distinguer selon le pays, etc. Excusez-moi, du coup, j'ai une question aussi. Donc, oui. Si vous dites que c'est facultatif, on peut continuer, ça ne posera pas de problème, de continuer à déclarer les services électroniques sur le MOS et les biens sur nos déclarations. Le fait que ça soit pas, enfin, qu'il y ait deux trucs distincts, ça ne posera pas de problème. Alors, on continue la méthode de déclarer les services électroniques sur le MOS parce que de toute façon, c'est ce qu'on fait déjà, et de déclarer les biens sur nos déclarations, vu qu'on est immatriculé. Sur le principe, oui, enfin, il n'y a pas de souci, oui, ça, il n'y a pas de souci. D'accord. Ça, il n'y a pas de souci sur ça. Après, voilà, c'est pour simplifier les choses. Après, dans tous les cas, attention, le OSS hors UE, dès que vous êtes à 10 000 €, c'est taxable dans le pays d'arrivée, dans tous les cas. Ouais. Oui. Donc, au final, le plus simple, et pour éviter de se complexifier les choses, je pense, c'est
soit de rester comme actuellement, soit de tout centraliser sur un OS unique. Après, voir l'organisation, hein. Mais moi, je préconiserais ces deux solutions-là. Soit on reste tel quel, soit on fait tout passer par le OS. Que ce soit VAD intracommunautaire et service B2C. À voir. Y a-t-il d'autres questions? N'hésitez pas, hein. On a la chance d'être en petit comité, donc vous pouvez poser toutes vos questions prenant directement la parole. Ou si vous avez des remarques ou des partages d'expérience, n'hésitez pas non plus. Tout est bon, donc on peut venir. Alors, je vais faire. Vous voulez faire votre. Moi, j'ai juste un dernier point. Donc, pour résumer tout ça, alors s'il n'y a pas d'autres questions, évidemment, pour résumer ça en conclusion, à compter du 1er juillet 2021, il faut être capable de distinguer les ventes de vos clients en fonction de plusieurs points cruciaux. De la valeur intrinsèque des marchandises, savoir si c'est plus ou moins de 150 €. De leur provenance, est-ce que ça vient d'un pays de l'Union européenne ou est-ce que ça vient d'un pays hors de l'Union européenne. Du canal de vente, est-ce que vous faites appel ou non à un marketplace? Le régime diffère et la responsabilité diffère également. De savoir, est-ce qu'il y a un stockage intermédiaire des marchandises dans l'État membre de consommation ou de vente ou non. De déterminer qui est en charge du transport et qui est en charge des formalités douanières à l'importation notamment. De savoir, est-ce que, comme je vous l'ai précisé lors des questions précédentes, est-ce que c'est pertinent d'opter ou non pour ce régime simplifié de OS et de IOS, oui ou non. Certaines personnes vont privilégier de rester tel quel pour ne pas être chamboulées, pour ne pas modifier tout leur process interne, ce qui est compréhensible. Hein. Soit vous dites, bah, ça me simplifie la donne, ça m'évite les formalités, à chaque fois il faut un numéro de TVA, c'est complexe, et j'opte pour le OS. Voilà. Donc, si vous le souhaitez et si vous voulez compléter cette formation qui est une formation brève et qui n'a vocation qu'à présenter les points importants et de la réforme sans forcément rentrer dans le détail, parce que pour rentrer dans le détail, il faudrait passer beaucoup plus de temps. N'hésitez pas à contacter l'UPO ou me contacter directement pour, si vous souhaitez, prendre un rendez-vous, un autre rendez-vous à côté pour discuter de plusieurs points. Si vous voulez qu'on aille un peu plus en profondeur sur un point précis de la réforme, n'hésitez pas à nous contacter. C'est un plaisir de discuter ensemble et de voir où on pourrait. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre contact si besoin. Je vais laisser juste Didier faire le mot de la fin, on va dire comme ça. Donc je vais lui laisser la place. Covid oblige, je me décale. Hop. Bien. Bon, je vous laisse apprécier le terme simplification. Hein, chacun le prend un petit peu comme il veut, parce que, bon, comme toute simplification de l'administration, la complexification des opérateurs est assez importante. Donc, j'ai tout de même 2-3 points que j'ai relevés lors de cet échange. Donc, d'une part, on n'a pas parlé, mais n'oubliez pas que la réforme TVA n'engendre rien en tant que modification concernant les DEB ou les intrastats dans le pays d'arrivée. Si vous êtes en fonction des seuils, en fonction des ventes que vous allez réaliser, ce n'est pas parce que vous passez par le HOS ou par un autre canal qu'il n'y a plus de déclaration d'échange de biens à faire, et également les déclarations intrastats dans le pays d'arrivée en fonction des seuils. Concernant le régime douanier, il faut savoir qu'il y a aussi des particularités. Là, on n'en a pas parlé. Quand vous avez des sociétés qui font des sociétés hors Union européenne qui vont venir faire de la vente en Europe, donc les marchandises passeront par la case douane. Il faut savoir qu'il y a plusieurs régimes douaniers qui sont aujourd'hui en application. C'est le régime direct pour les transitaires, je parle pour les RDE, et pour le régime indirect. Là, depuis la dernière réforme du CDU, donc c'est le Code des douanes de l'Union, les importations ne sont plus possibles en régime indirect pour les sociétés hors Union européenne. Alors, c'est un gros impact, si vous voulez, au niveau de ce régime, parce que le régime indirect implique un intermédiaire, on agit en tant qu'intermédiaire en fait, de l'importation, c'est-à-dire qu'il est considéré comme importateur. Je prends un exemple, vous êtes RDE ou
vous êtes RDE, vous faites une importation pour des jouets qui viennent de Chine. Les jouets sont bien marqués aux normes CE, hein, comme on le demande avec l'étiquette. Un enfant, malheureusement, utilise le jouet, se blesse ou même pire. Les parents se retournent sur le fabricant. Dans ce cas-là, c'est la personne qui est en régime indirect sur la déclaration qui va être concernée. C'est-à-dire que s'il y a un problème, et ça peut aller très loin, c'est l'importateur qui va être indiqué en indirect sur la déclaration, qui est directement incriminé et non pas le fournisseur. Donc ça a une grosse importance au niveau de ce régime, d'être très, très sensible à savoir si on travaille en direct ou en indirect. Un point également, avant de conclure, c'est le IOS, le risque d'utilisation frauduleuse de votre IOS. C'est-à-dire que si vous faites du dropshipping, vous allez avoir donc un numéro de IOS. Comme a dit Julien, ce IOS doit être absolument protégé. Pourquoi? Parce que demain, vous avez un fournisseur, vous avez quiconque va utiliser votre numéro de IOS au niveau de l'importation. Non seulement vous serez responsable de l'importation, puisque l'importation forcément se fera directement vers vous, vous serez considéré comme importateur, mais en plus, on va vous réclamer la TVA de produits que vous n'avez pas importés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et cette protection, elle nous fait un peu peur, parce qu'effectivement, une fois que vous l'aurez donné à un transitaire, les factures vont circuler, et peut-être que certaines d'autres personnes ou certains fraudeurs vont pouvoir récupérer ces données pour pouvoir les utiliser malencontreusement. Voilà, donc pour conclure, vous avez compris que pour faire de la VAD à partir du 1er janvier, à partir du 1er juillet 2021, il faut se préparer. Il faut se préparer au niveau de vos systèmes informatiques. Donc là, on arrive vraiment vers la dernière ligne droite. Alors pourquoi? Parce qu'en fonction de ce que vous allez choisir, en fonction de votre activité, vous allez être confronté à une seule opération, voire à plusieurs opérations. Vous allez devoir sortir des données mensuelles ou trimestrielles en fonction de vos ventes. Donc, vos sales lists doivent être en fonction de vos ventes pour que vous puissiez déclarer la TVA sur les bonnes déclarations au bon moment. La mesure de simplification, si vous restez aujourd'hui telle qu'elle est, ce n'est pas une mesure de simplification, mais vous avez un système de traitement qui pour moi est le plus simple. Si vous optez pour les mesures de simplification en fonction de vos choix et en fonction de votre activité, vous pouvez avoir 1, 2, 3, voire 4 déclarations à effectuer à divers moments, avec diverses formes, dans divers pays, avec divers modes de règlement. Donc, je ne sais pas si vraiment c'est une simplification. Voilà. Donc, ASD, comme l'a dit Julien, on est à votre disposition. On peut vous accompagner sur la mise en place, bien sûr, de vos besoins, mais également sur le traitement, puisqu'on a aujourd'hui, on traite plus de 6 000 déclarations dans l'Europe. Pour 6 000 clients, pardon, pas plus de 6 000 déclarations, beaucoup plus que ça, mais pour 6 000 clients, et on a certains clients. On a entre 20 et pratiquement 25 pays dans l'Union européenne à traiter. Vous pouvez également suivre notre actualité. Vous avez l'adresse de notre site, je crois. Vous pouvez également suivre l'actualité sur notre site, sur lequel vous avez les informations sur, bien sûr, les réformes, la réforme de TVA, mais aussi les différentes réformes fiscales qui peuvent se passer dans l'Europe et en France. Voilà. Je vous remercie à tous de votre écoute. Et puis, je laisse la parole à Élodie pour conclure. Merci. Au revoir. Merci beaucoup à Didier et Julien pour cette présentation. Donc, vous avez toutes les coordonnées de Julien et Didier si vous souhaitez les contacter, leur poser des questions. Merci à tous les participants. On a Stéphanie qui nous dit merci beaucoup, la présentation était top. Emeric, merci pour la présentation très claire et précise. Donc, voilà, merci beaucoup à vous pour ces retours. Sachez que le replay et la présentation seront disponibles sur le site de l'UPE06 dès cet après-midi. Donc, voilà, vous pourrez le visionner et le partager aussi autour de vous. Si jamais vous pensez à des personnes qui pourraient être intéressées, surtout, n'hésitez pas à la faire circuler et à la faire vivre. Et Julien et Didier se tiennent à votre entière disposition en cas de besoin, ainsi que toute l'équipe de l'UPE06. Voilà, nous sommes là pour vous, donc n'hésitez pas à nous solliciter. Et Julien, je vous laisse le mot de la fin. Alors, merci pour ces retours et merci pour votre écoute et pour votre attention. Donc, le mot de la fin, c'est que cette réforme est là pour simplifier les choses, mais elle est assez complexe. Donc, comme on va dire, nous, on est prêts à vous accompagner si vous avez besoin. N'hésitez pas, on peut toujours être présent pour la réforme e-commerce, mais également
pas forcément que pour la réforme e-commerce, mais pour tout ce qui est au niveau de la domaine de TVA. N'hésitez pas à nous contacter si besoin. On se fera un plaisir de discuter avec vous et de voir les différentes solutions qu'on pourrait vous proposer. Voilà. Merci à toutes et à tous. On vous souhaite une très belle journée et un bon week-end. À bientôt. Merci, au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.